Mais Ilia, de toute façon, tu vas avoir les bonnes réponses à toutes les questions. Bah, ça dépend les questions. J'ai peur. C'est pas du tout bateau, ça. Pour être professeur des écoles. C'est une excellente question. Ça sera coupé, hein. Ok, on s'est parlé un petit peu de tout ça. On va replonger un petit peu dans ton parcours de vie. Donc, tu découvres ton autisme. Est-ce que c'est dans la même période où tu découvres le powerlifting? À quel temps d'écart ça s'est fait, ça? Ça s'est fait sur un an d'intervalle, même pas. D'accord, donc vraiment les deux... Ouais, je venais de commencer la force. Et un an après, quand j'étais en master, donc en master 2, je ne sais plus si c'était master 1 ou master 2. La suite. Ouais, bon, c'est pas... Master 1 ou Master 2, je suis incapable de me rappeler là tout de suite. Donc, ok. Où en fait, on était en cours avec une professeure sur comment intégrer les élèves en situation de handicap dans notre classe. Et en fait, elle a sorti une phrase, les enfants précoces, c'est une forme d'autisme. Et en fait, comme j'avais été... diagnostiquée précoce quand j'étais enfant, je me suis dit, ça fait tilt en fait tout de suite dans ma tête. Je dis ça comment une forme d'autisme parce que je pense que comme la plupart des gens, j'avais ce cliché en fait de l'autisme, soit savant, soit de l'autisme où tu parles pas, tu communiques pas, etc. Non verbal, voilà, je cherchais le mot non verbal. Et en fait, je savais pas du tout qu'il y avait ce spectre entre les deux et que c'était possible d'être ni l'un ni l'autre en fait, mais d'être entre les ou d'avoir des caractéristiques de... Et du coup, j'ai commencé à faire plein de recherches et en fait, plus je faisais des recherches et plus je me retrouvais dans les, je sais pas si on peut dire les symptômes, les critères peut-être. Tu avais des réponses ou des cas où tu disais, ça je connais, je comprends. Sauf que j'aime bien prendre un peu cette métaphore, mais cette comparaison plutôt, c'est... si t'as mal au ventre, t'as pas mal au ventre sur Google, quoi. T'as tout et de rien. Tu peux très bien juste avoir envie d'aller aux toilettes ou un cancer du côlon. Donc deux poids, deux mesures. Comme les signes astrologiques. Voilà. Donc du coup, je me suis dit oui, tu peux me retrouver dedans, mais ça veut pas dire que je le suis et je suis pas forcément pour l'autodiagnostic non plus parce que. Et puis c'est du sérieux en plus. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon ok, j'ai une piste de réflexion, peut-être que je le suis, peut-être que je le suis pas, je vais en avoir le cœur net. Et en fait, j'ai fait comment se faire diagnostiquer autiste à l'âge adulte, parce qu'en fait, tout ce que je trouvais, c'était pour les enfants. Et du coup, j'ai trouvé le contact du SARA, donc Centre Ressources Autisme. Et donc je les contacte, ils m'envoient un dossier à remplir et je me souviendrai toute ma vie parce que c'était sur une feuille A4, donc je remplis mes données, nom, prénom, sécurité sociale, etc. Et j'avais la moitié de la feuille, j'avais un cadre où je devais dire pourquoi vous pensez être autiste. Enfin, je ne sais plus si c'est pourquoi vous pensez être autiste ou un truc comme ça. Voilà. Ça fait peu pour expliquer. Exactement. Je me suis dit, la première réaction, je me suis dit, mais j'aurais jamais la place de tout raconter là-dedans. Donc, du coup, j'ai commencé quand même à raconter. Je m'en souviens, j'ai écrit au crayon de papier parce que j'adore écrire au crayon de papier. Par exemple, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais je me suis dit, je m'en fous, je vais écrire au crayon de papier. Donc, j'ai écrit au crayon de papier et j'ai écrit au final 2 ou 3 pages recto verso. Je renvoie mon dossier. Et puis je me dis, bon, peut-être que j'aurai des nouvelles, peut-être que pas. Et au final, je crois 1 ou 2 mois après, je reçois un appel pour avoir un rendez-vous avec le psychiatre du centre. Et donc du coup, j'y vais. Et le rendez-vous, il a duré toute une après-midi. Il m'a posé des milliards et des milliards de questions sur différents trucs et tout. Et il m'a dit, bah ok, on va continuer la procédure. Donc après ça, en fait, j'ai passé une batterie d'examens avec une psychomotricienne, psychologue, psychiatre. Là, le nom, il m'échappe, la personne pour tout ce qui est langage oral. C'est un nom. Orthophoniste. Orthophoniste, merci, je cherchais le mot. Donc orthophoniste. Et en fait, chacun fait son bilan des tests, ils se réunissent et ensuite, là, ils posent le diagnostic ou pas. Et voilà. Et donc, du coup, 1 an, tout ça, ça s'est fait sur 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai reçu par la poste
une vingtaine de pages avec tous les résultats de tests, détaillés, les comptes rendus et tout. Et voilà. Et à la fin, il y avait écrit oui. Vous êtes autiste. Voilà, en gros, c'était ça, que j'avais été diagnostiquée. Ouais. Et ça fait quoi? Ça a été un énorme soulagement parce que je me suis dit, je suis pas folle. Parce que pendant très très longtemps, je pensais que j'étais folle. Et après, j'ai ressenti énormément de colère. En fait, énormément de colère parce que... Mais contre qui? Contre le système, en général. Parce que je me suis dit, j'ai vu trop de psychologues et de psychiatres étant petite et ado pour qu'aucun ne capte ce qui se passe. Ouais. Je me suis dit, c'est juste pas possible. Si j'avais pas été suivie en thérapie, si j'avais pas vu des psychiatres, psychologues, je pense que j'aurais été soulagée et tout. Mais j'ai vraiment ressenti de la colère contre le système. Parce qu'en plus, tu as vu des psychologues et des psychiatres. Parce que c'est deux métiers différents, hein, faut quand même le préciser. Psychiatre, c'est vraiment dans le domaine de la santé, enfin, comment dire, des maladies mentales. Tu peux avoir. Donc, tu avais fait des thérapies et eux, ils n'avaient rien vu, quoi. Non. Est-ce que tu as retrouvé ces personnes pour les punir? Non, malheureusement, mais j'aurais bien pu avoir des discussions avec eux aujourd'hui. C'est quand même une faute très grave. Oui, je pense que j'ai ressenti la colère parce que je me suis pas sentie écoutée. Parce que je leur disais en fait tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais qui n'allait pas. Et la seule réponse que j'avais, c'était c'est pas grave, ça va passer. C'est l'adolescence. Oh, ouais, sauf que non, en fait, quand tu arrives à l'âge de 21-22 ans et que l'adolescence elle est passée et que tu vois il y a plein de choses que tu n'es pas capable de faire seule en étant étudiante sur Paris, tu te dis il y a un problème. Ouais. J'essayais d'avoir donc du coup des relations sociales, donc d'aller en soirée étudiante. Je revenais chez moi, je pleurais. Je me disais mais c'est pas normal que je pleure alors qu'il s'est rien passé, mais parce que je comprenais pas qu'en fait tout m'agressait, que j'avais des moments où je me dissociais. J'étais là sans être là. J'arrivais plus à entendre ce qui se passait, je me figeais. C'est comme si je faisais un blackout sur place. Et c'est genre en fait quand tu comprends pas ce qui se passe, c'est hyper flippant. Et est-ce que toi tu t'étais construit des petits boucliers, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais des autodiagnostics que tu avais fait durant ta vie où tu avais des petites habitudes qui te permettaient de quand même un peu t'en sortir socialement? Non. Ou c'était juste non, en fait, je faisais comme je pouvais tous les jours. Ouais. Parce que j'avais aucune notion en fait de qu'est-ce qui pouvait m'aider. En fait, c'était ça qui est compliqué, c'est que tant que j'avais pas mis le diagnostic et toutes les choses vraiment... les mots sur ce que je ressentais, sur ce que j'avais, je comprenais pas et je pouvais pas mettre en place en fait des choses pour pallier à ça. Parce que forcément dans ta tête, parce qu'en fait moi par exemple je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal de tout entendre comme si j'avais un mégaphone en permanence. Je pensais que tout le monde entendait comme ça. Je me disais faut juste que tu apprennes à t'adapter. Ouais. Pourquoi les autres aussi, pourquoi les autres le font et pourquoi toi tu n'es pas capable de le faire? Oui, mais parce qu'en fait toi ton cerveau fait que il va minimiser les bruits alentours pour se focaliser sur une chose. Mon cerveau il n'est pas capable de le faire. T'en parlais avec d'autres gens est-ce que t'en parlais déjà à tes parents ou est-ce que t'en parlais à d'autres gens autour de toi Pas du tout. Non, tu gardais tout pour toi. En même temps, quand t'as pas d'amis, tu vas parler à qui? Boulanger. Tu tentes un truc, je sais pas. Je sais pas comment rebondir. Non, j'avais pas d'amis. Ok. Tu as des amis maintenant, Lia? Oui, j'ai des amis. C'est quand même une histoire avec un happy ending. Il y a Hassan, il est mort de rire. C'est de la hagra pure et dure. Il y a un happy ending. Ouais. Oui, on est sur un happy ending et on va en parler d'ailleurs parce qu'il faut quand même qu'on envoie donc un message d'espoir aussi pour ceux qui peuvent s'identifier à toi et qui nous écoutent. Donc tu découvres ça. Et parle-nous un petit peu, découverte du powerlifting. Et là, tu découvres qu'en plus d'être autiste, tu es sadomaso. tu fais un sport de violence extrême et que tu aimes ça finalement. Ça a été mon exutoire. En fait, je me disais, j'ai tellement été maltraitée par la vie et par les autres quand j'étais au collège, lycée et tout. Et j'avais envie de prendre ma revanche en fait. Et quand j'ai vu que j'étais bonne dans ça et que je pouvais faire quelque chose, parce qu'en fait, j'avais toutes ces capacités cognitives, mentales, j'avais des super bonnes notes et tout. Mais en fait, je me disais, mais ça me sert à quoi si je suis incapable de travailler? En fait, je m'étais déjà préparée
dans ma tête à me dire je ne pourrais pas travailler. Et c'est pas que je voulais pas, c'est que je savais très bien qu'avec tous les problèmes que je rencontrais, bah, au bout d'un moment, en fait, tu pourrais pas. Je pourrais pas. Ok. Et du coup, quand tu n'es pas diagnostiqué, bah, tu peux pas avoir de mise en place par rapport à la RQTH. Ah, ça d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Une fois que tu es diagnostiqué autiste, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que est-ce que l'État te considère forcément différemment, parce que tu as quand même un diagnostic précis. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les aménagements qui étaient proposés à l'époque? Est-ce qu'il y en a eu d'autres aujourd'hui d'ailleurs? Est-ce que ça évolue là-dessus? Alors, c'est totalement libre à toi. Okay. Tu peux le déclarer comme ne pas le déclarer. Donc, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai rencontré une assistante sociale qui était au centre. Et elle m'a dit, vous pouvez soit le déclarer, soit pas le déclarer. Donc, soit faire une demande auprès de la MDPH. Et je lui ai dit, bah, maintenant que je suis prof, parce que j'étais prof du coup, je lui ai dit, je sais pas si vraiment j'en ai besoin, plus que ça. Et il m'avait dit, par sécurité, faites-le quand même. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre employeur, mais au moins, vous avez quand même une reconnaissance de travailleur handicapé si pour X ou Y raison, vous changez de métier. C'est considéré comme un vrai handicap, du coup. Okay. Oui, tu as une RQTH, donc tu peux faire une demande d'RQTH, du coup. Ok. Et toi, à l'époque, tu l'as fait, du coup? Sous les conseils de cette assistante sociale, je l'ai fait. Et je n'ai pas regretté parce que ça m'a bien servi par rapport à l'éducation nationale quand j'en avais besoin. Tu veux qu'on parle de la guerre que tu as menée contre l'éducation nationale? Parce que je sens de la rancœur. Ils vont plus jamais vouloir me reprendre. Je dirais, je reviens, je vais devenir prof. Bah, c'est trop tard. C'est fini. Donc du coup, non, parce qu'on va quand même parler de ce gros sujet. Comment tu découvres le powerlifting? Comment tu as mis les pieds dans une salle de sport? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais persuadée que si je me reprenais en main, que j'allais faire du sport, que j'essayais de manger bien, j'allais mieux me sentir dans ma tête et mon corps et que genre ça allait régler tous mes problèmes. Ouais. Sauf que pas du tout. Mais j'ai quand même découvert le powerlifting par rapport à ça du coup. En allant à la salle et à la base j'étais juste venue pour une remise en forme. Il y avait l'essor du bikini, du body en France avec l'IFBB à l'époque, il y a 10 ans. Ah, donc on a manqué une carrière de bodybuilder pour l'IFBB. Mais du coup, comment le power? Parce que c'était pas connu. Non, c'était pas connu, mais c'était un coach à l'époque, Anthony, qui était en STAPS et qui pratiquait du coup, et qui en fait qui a vu le potentiel et il m'a dit mais est-ce que tu connais et tout? Je dis bah non. Et puis après il m'a fait tester et j'ai dit je veux faire ça. Et c'est quoi le potentiel? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire tu t'es arrivé à la salle, tu as soulevé 100 kg au squat direct? Chez moi je m'entraînais. Je m'entraînais chez moi. Et je me rappelle que j'avais mis, tu sais, j'avais une vieille barre Decathlon. Domios, rouillée un peu. Voilà. Ouais. Mais j'avais mis genre 60 kilos. Et je faisais mes petits back squats et tout. Quand après j'étais en salle avec lui, j'avais mis 90 kilos au squat. Alors, bon, j'étais nulle. Ça n'a pas trop changé depuis. Dit-elle. Et deadlift, j'avais fait, je crois que j'avais fait 90 ou 100 kilos. Je crois que j'avais fait 100 kilos. C'est l'exo le moins accessible en vrai, le deadlift, quand tu regardes. Parce que c'est quand même très technique. Je pense donc c'est celui où tu peux... Non, je pense c'est plus accessible de deadlift que de squat. Tu trouves? Ah oui. Je trouve que c'est un mouvement plus naturel de squatter. Sérieux? Ouais, non. Quand est-ce que dans la vie tu fais des trucs avec un truc sur ton dos et tu fais comme ça? Manutention. Chrono drive. J'ai passé ma vie à squatter. Non, mais ouais, je sais pas. Puis je déteste le deadlift en fait, donc je pense que c'est mon rancœur personnel. Je suis absolument pas fait pour ça. Ok, donc là, du coup, ton coach s'est dit bon merde, il y a un truc à faire. Ouais. Et toi, tu te dis allez, j'y vais à fond, c'est parti. Ouais, en fait, j'ai kiffé la sensation de me sentir forte pour la première fois, parce que c'est une sensation que j'avais jamais ressentie. Je m'étais toujours sentie faible par rapport aux autres, par rapport à la vie en général, et là. J'ai l'impression que je pouvais prendre ma revanche et de me sentir forte, quoi. Et tu as tout de suite explosé tes perfs ou il y a eu au début une phase un peu plus où tu n'étais pas hyper à fond? Non, je me suis mise à fond direct. À fond direct? À fond direct. Ça, c'est très autiste. Ouais, tu dis pas de moitié. Il n'y a pas de je fais à moitié, c'est tout ou rien en général. Ouais, je veux bien te croire. Et donc, c'était en quelle année, ça, tu t'en souviens? Ça doit être 2015 ou 2016. 2015, je pense. Et c'est quand que tu gagnes ton premier titre de championne du monde? Mon premier titre de championne du monde, c'était juste après le Covid, 2021.
Donc en 5 ans, on peut devenir champion du monde d'une discipline si on s'y met à fond. Bon, après, la force athlétique, c'est encore tout nouveau. Je pense que, genre, c'est pas un truc que j'aurais pu faire en athlétisme où il y a déjà j'allais dire des millions d'années, pas des millions, mais des... Ça fait des millions, ça fait des millions d'années qu'on court, hein, ceci dit. Hein. Fallait bien survivre à l'époque, c'était pas simple. Non, mais des centaines et des centaines d'années, tu vois. Ouais. Mais donc, quand même, en 5 ans, tu deviens championne du monde. Et donc, forcément, tu te lances dans une discipline sérieusement, qui prend du temps, que tu pratiques avec assiduité. À côté de ça, tu continues à travailler. Ouais. Et comment est-ce que tu gères ça à l'époque? Est-ce que c'est facile ou est-ce que ça a été compliqué. Très compliqué, ouais. Ça a été compliqué. Déjà, ça a été compliqué parce que j'essayais d'avoir cette hygiène de vie d'un athlète de haut niveau. Donc diète, sommeil. Ouais. Mais en fait, c'est compliqué d'allier ça avec un autre travail à plein temps. Et en quoi, du coup, c'est compliqué? C'est l'organisation, je me levais à 6 h pour arriver à 8 h. Tu fais toute une journée où tu es quand même... tu vois, c'est pas t'es derrière ton bureau, tu vois. Voilà. C'est pas t'es derrière ton bureau, tu travailles avec de l'humain, donc tu as plein de choses à gérer, les imprévus, c'est non-stop, jusqu'à 17 h. Je commence à m'entraîner à 18 h. J'avais quand même des entraînements qui duraient assez longtemps, assez longs. Et je rentrais chez moi à 23 h minuit, quoi. Ah, donc en fait, l'hygiène de vie, elle n'était pas... Puis surtout, il se passe que ça, quoi. Et il se passe que ça. Tu fais que ça et tout droit, et au final... et du coup, sur plusieurs années, ça a été compliqué à tenir. Et à partir de quand tu as eu la possibilité, parce que c'est un sujet qu'on en parlait, nous le power, c'est une discipline qu'on se fait combien de temps qu'on travaille avec toi, Léa? Ça fait 4-5 ans? Depuis mon titre de championne du monde, donc depuis 2021. 5 ans, 4 ans. Non, depuis 2020. 5 ans. C'est beau, 5 ans. C'est une demi-décennie, ça se fait. T'étais jeune à l'époque, Léa. Je vais pas dire ça. Je vais me prendre un kick. Non. Et donc, comment est-ce que toi, tu as vu... parce que nous, c'est vraiment une discipline, je pense que c'est la discipline où on a connu l'explosion du power. C'était impressionnant. Ouais. Comment, en 1 ou 2 ans, toutes les salles étaient remplies de mecs avec des genouillères à SBD et d'un coup, ça faisait plus que 2 reps. On ne comprenait pas ce qui se passait, mais ça a explosé. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Surtout que c'est pile le moment où toi, tu es championne du monde et que du coup, tu es mis en tant qu'égérie à l'international du powerlifting. Je m'y attendais pas parce que quand j'ai commencé le sport et que ça reste une niche, mais c'est quand même moins une niche qu'il y a 10 ans. En fait, j'attendais rien. Je le faisais pour moi et puis c'est tout. Puis je me dis ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je me disais je vais allier en étant prof et puis j'ai mon salaire qui tombe tous les mois et voilà quoi. Et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a de plus en plus de marques qui ont commencé à s'y intéresser et à sponsoriser. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, peut-être qu'en fait, je peux en vivre à plein temps et quitter mon métier et avoir pas forcément une sécurité, mais au moins quelque chose qui rentre chaque mois, quoi. Ouais, où tu peux manger et payer. Voilà, exactement. Et que tu te retrouves pas avec les huissiers sur le dos parce que tu as fait. Voilà, tu as découvert, c'est chaud. C'était en quelle année que tu as vraiment passé le cap du coup de quitter l'éducation nationale et de vivre uniquement de ta carrière d'athlète et après le Covid. réseaux? Après le Covid. En fait, pendant le Covid, j'ai pu m'entraîner sans aller tous les jours, etc. Mes perfs, elles ont explosé. Mais parce qu'en fait, je faisais que ça. J'avais juste à manger, dodo, m'entraîner. J'avais rien d'autre à penser, pas d'autre fatigue mentale, pas d'autre fatigue physique. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça la vie d'athlète de haut niveau pour de vrai, quoi. Parce que tu te rends compte que pour performer, c'est un métier à part entière. Ouais. C'est pas, je fais pas du sport loisir, je fais du sport performance et tu es obligé de mettre plein de choses en action pour arriver, pour arriver là où tu veux être, en fait, si tu veux du haut niveau. Puis plus tu te retires des obstacles ou des contraintes, plus tu es focus sur ta performance et forcément tu arrives au plus haut niveau. Et donc du coup, après le Covid, je me suis dit, il faut que je quitte l'éducation nationale. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais m'occuper d'eux, ça suffit. Ils m'ont saoulé, je me barre. Ouais, donc du coup, j'ai fait 1 an de mise à dispo. Que j'ai demandé un renouvellement qui ne m'a pas été accordé. Donc j'ai dit, je démissionne. Et j'ai démissionné. Et tu regrettes pas du tout ce choix?
J'aurais dû partir avant. Si c'était à refaire, je rigole si on a un message, j'aurais démissionné avant. Commentaire de l'Éducation nationale sur la vidéo. Merci Lia. Une question que j'avais pour toi. Tu parlais de tout l'aspect social de ton autisme, tout ça, toutes les difficultés que ça t'avait engendré dans ta vie. Et là, d'un coup, tu as un statut où tu peux marcher dans la rue et qu'il y a un inconnu qui te saute dessus pour dire je peux avoir une photo avec toi. Non, mais ça a dû t'arriver quand même. Oui, ça arrive pas hyper souvent, mais ça arrive. Ça arrive. C'est quand même, si tu disais à l'IA il y a 15 ans, tu vas voir, dans 15 ans, il y a des gens qui vont te sauter dessus dans la rue pour te dire on peut prendre une photo. Ouais, non. Jamais j'aurais pensé à... Et comment t'as fait là-dessus? Déjà, la première fois, ça fait quoi? C'est une question que j'aime bien poser aux gens. Ça fait quoi la première fois qu'il y a une personne, tu ne sais pas qui c'est, qui te connaît et qui te demande une photo? En fait, c'est extrêmement bizarre parce que j'ai pas ce même rapport. Je pense que la seule personne pour qui je le ferais, c'est Céline Dion, genre. Je pense que demain je vois... Non mais demain, je vois, je sais pas, Beyoncé ou n'importe qui. Je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir une photo ou un autographe et tout. J'ai pas en fait ce rapport... je saurais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose que parfois j'ai du mal à comprendre encore. Que les gens parce viennent, que moi, comme moi, c'est quelque chose que je vis pas, entre guillemets. Comme toi, tu le ferais pas, t'arrives pas à comprendre que les gens le fassent. Ouais. Et du coup, c'est... Ben, ça fait toujours plaisir. Hein. J'adore quand les gens viennent me parler et tout. Et j'adore échanger, tout ça. Mais c'est vrai que... Il y a un petit bug où tu te dis, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, je me dis, pourquoi? Genre, vous avez fait une photo avec moi, genre. Mais c'est impressionnant ou pas du tout, la première fois? C'est pas impressionnant, je trouve ça touchant. D'accord. Ça me touche. Toi, tu t'es dit, ok, là, j'ai passé un step quand même. Non, je le vois pas spécialement comme ça. En fait, j'ai énormément de mal à me mettre dans ce rôle, entre guillemets, je sais pas. Te valoriser, j'ai l'impression que tu as du mal à donner de la valeur. Hein. C'est un truc qui revient quand même pas mal. C'est quelque chose sur lequel je travaille, ouais. Mais j'ai... Ouais. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Faut que tu prennes conscience de qui tu es quand même, Lia. Hein. Tu peux un peu te ouais, mettre, mais en fait, je pense que c'est parce que je confonds confiance en soi et avoir la grosse tête. T'as peur de ça? Ouais, avoir la grosse tête, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que je déteste les gens comme ça et du coup, je veux pas le devenir. T'en as connu dans le monde du powerlifting des gens qui ont pris la grosse tête? Ouais. Beaucoup? Bah, en fait, c'est souvent ceux qui en ont fait le moins, qui jactent le plus. Là, tu vois, là, j'en connais un là-bas qui va demander des noms. Non, je donnerai pas de nom, mais je dirais pas jusqu'à prendre la grosse tête, mais t'as envie de leur dire, hey, regarde. Ouais, tout doux, calm down. Moi, je pense qu'on en parle avec tous les types d'athlètes, mais il y a cette partie vie d'athlète et vie des réseaux sociaux. Et c'est un écosystème, les réseaux sociaux, ultra particulier. Je pense que c'est la société multipliée par 10 en termes de... Comment est-ce que toi, tu perçois ce mini-écosystème-là? Est-ce que tu arrives quand même à avoir énormément de mal. Ouais. Franchement, si c'était pas pour les sponsors, je serais pas sur les réseaux. Ouais. Je reste uniquement pour les sponsors. Ce que je voulais qu'on évoque, c'était surtout... parce que tu sais, il y a toujours cette relation où tu dois faire des collaborations sur les réseaux, les gens viennent te voir, viens on fait une collab, viens on fait ci. Il y a des dramas un peu partout dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est... de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. En plus, moi, tout ce qui est social, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc en fait, dans ma vie de tous les jours, je perds déjà de l'énergie. Mais en plus, quand je dois faire les trucs sur les réseaux sociaux et tout, que tu vois tous les DM, tout ça, tous les commentaires, les trucs à gérer, bah ça... Ouais, stop. Ouais, et en fait, je me rends compte... C'est bizarre parce que j'ai commencé le power et je cherchais la lumière parce que je voulais devenir championne du monde et tout. Et en fait, aujourd'hui que je l'ai trouvé, je me rends compte que je préfère l'ombre. Ok. Vraiment, si je pouvais, je désactiverais mon Instagram. Bah non, et je ferais juste ma vie. Et nous, on veut pas que tu désactives ton Instagram. Ouais, c'est bien ça le problème. C'est pas ça. Donc, Nutrimuscle te prend en otage. Donc moi, j'ai toujours eu des difficultés avec les réseaux sociaux. Toujours. Ce que je peux comprendre. On a parlé de ta carrière. Je pense que
c'est un sujet que je passe relativement rapidement dessus, parce qu'on t'en a parlé 1000 fois, et nous, les sujets qui seraient encore plus intéressants. Je sais que là, récemment, tu avais annoncé sur les réseaux que du coup, tu mettais un stop à ta carrière de powerlifteuse. Ce qu'on aimerait savoir, et ce dont tu n'as pas trop parlé sur les réseaux, où est-ce que tu en es actuellement dans ta carrière? Quelles sont tes ambitions? Quels seraient les nouveaux horizons qui pourraient t'intéresser là-dessus? En fait, je suis arrivée à un point de ma vie où j'ai toujours priorisé quelque chose d'autre que moi. Donc, ça a été mes études, ça a été mes parents, ça a été mon travail, ça a été la force athlétique, ça a été ma relation amoureuse. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de me remettre au centre. J'ai envie d'être ma priorité et rien d'autre. Parce que j'en ai besoin, parce que je ne l'ai jamais fait, parce que, comme tu dis, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Et en fait, tu ne peux pas le faire quand tu cours 1000 lièvres à la fois, c'est pas possible. Ouais. Donc, juste me remettre au centre, prendre du plaisir à l'entraînement sans forcément me mettre la pression de la compétition, la pression de la performance, la pression de la place, la pression des records du monde, etc. Enfin, est-ce que ça t'a pas un peu, d'un point de vue énergie, etc., c'est ultra énergivore quand même, cette pression en permanence. Est-ce que tu as senti qu'à un certain moment, c'était peut-être un peu trop? Et que toi, tu te disais, bon, il faut que je laisse que je prenne un break, vraiment que je m'écarte de ça. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que ce break-là, je me le permettais jamais, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait toujours une compétition, parce qu'il y avait toujours un championnat du monde, parce qu'il y avait toujours Sheffield, parce qu'il y avait toujours ci, il y avait toujours ça. Et en fait, bah, tu vas de prep en prep sans jamais prendre de pause, jusqu'à ce que ça te pète à la gueule, en fait. Et ça m'a pété à la gueule. Et du coup, j'ai dit, là, par exemple, cette année, il y a les mondes, il y a les World Games. C'est la première année qu'il y a les World Games. Donc, c'est un peu l'équivalent des JO pour les sports non olympiques, qui est en Chine. Tout le monde m'a dit, fais les World Games, après, prends ta pause. Et en fait, j'ai dit non, je peux pas. Non, je suis arrivé à bout. Je peux pas faire 6 mois de plus de prépa. Je peux pas faire, dans ces conditions-là, j'y arriverai pas. En fait, je vais y laisser ma peau. Ouais. Donc, je me suis dit, si je prends pas la décision, moi, maintenant, de faire ma pause, je la prendrai jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose. Et c'était vraiment physique et mental? Les deux, ouais. Le corps, est-ce que ton corps t'a vraiment fait comprendre aussi ce qu'on sait que c'est? Ah, mais mon corps, j'enchaînais blessure sur blessure. Ouais. En fait, tu te remets à peine du blessure, que tu repars en prépa, donc tu heal, j'ai le mot qui me sort en anglais, en France. Tu nous as fait une Jean-Claude Van Damme, ça faisait longtemps. You got aware. You got it. Tu voulais dire heal. Heal. Ah, guérir. Guérir, merci. Ah, no problem, Léa. Problem. Donc tu ne prends jamais vraiment le temps de guérir à 100% parce que tu repars en prépa. Donc tu compenses, donc tu te refais mal quelque part d'autre et en fait c'est un cycle sans fin. Alors la blessure, ça fait partie du sportif. Genre il n'y a pas un athlète de haut niveau qui ne s'est jamais blessé. Genre ça n'existe pas. Tu pousses ton corps dans ses retranchements, donc forcément qu'au bout d'un moment il va te péter à la gueule. C'est comme ça. Sauf que t'apprends à faire avec et en général, tu as toujours cette phase de récupération où tu peux vraiment soigner ta blessure, etc. et revenir petit à petit parce que bah, ça se fait pas en une semaine, quoi. Et sauf qu'en fait, je me suis jamais permis ça. Et au bout d'un moment, ton corps est dit, ouais, c'est bon. Il y a un côté, enfin, j'ai l'impression quand même que le corps est bien fait et que les blessures, c'est vraiment la représentation physique de ton corps qui te dit non, là, faut stop. Et quand tu as dit que tu arrives vraiment à ce moment-là, c'est que souvent, il n'y a plus rien qui va, quoi, et que le corps, il te dit non, juste mais que tu t'arrêtes. Il n'y avait plus rien. Ça suffit. Et donc, du coup, tu prends cette décision, tu mets ce poste. Forcément, la communauté réagit. Ça a beaucoup parlé quand même. Tu as eu énormément de messages de soutien. Comment est-ce que toi, ta communauté, elle a réagi à ça, à cette annonce? Ouais, bah, comme tu dis, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, plus qu'autre chose. S'il y a des choses négatives, elles ont été faites derrière mon dos, entre guillemets. J'ai pas vu passer de messages sur mes propres réseaux. Peut-être après, c'est... Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ouais, après, peut-être que ça a jacté sur des forums, sur des trucs, comme d'habitude, quoi. Les gens sur les forums en 2020. Ouais. Ils ont que ça à faire d'être en anonyme, à raconter de la merde sur la vie des gens.
Je les plains quand même. C'est vient. Mais ouais, non, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, ouais, donc ça fait chaud au cœur. Donc du coup, tu étais plus dans... Il y avait une certaine évidence en soi. Tu prends ta décision, ça te fait du bien, en plus la communauté réagit bien, donc toi, tu as senti que tu avais fait le bon choix. En fait, c'est un peu comme ça que je prends mes décisions souvent, c'est quand je pense à la chose, est-ce que ça me provoque de l'angoisse ou pas? Et là, de penser à des compétitions, genre, j'étais angoissée de ouf. Et je savais, donc, tu sais, c'est normal de ressentir du stress, mais j'appelle ça du bon stress, cette forme d'adrénaline où t'es stressé, mais t'as envie d'y être, t'as envie d'y aller, tu vois. Et en fait, je ressentais plus ça. Le stress, à l'origine, c'est quand même... Est-ce qu'on part dans la science vraiment... Enfin, tu sais ce qu'est le stress, je vais rien t'apprendre. De base, c'est quand même une émotion qui est censée être utile. Oui. Qui est censée t'aider à dépasser plein de choses, dépasser tes limites. C'est un truc qui est né quand on s'est fait courser par des tigres il y a des millions d'années quand même, le stress, où d'un coup tu sais pas pourquoi tu courais plus vite. Bon, ce qui est dommage, c'est que maintenant on loupe un train, on est stressé, mais ça c'est quand même moins dangereux. Mais est-ce qu'il n'y a pas la notion de vitesse? Non mais... non. Et donc forcément tu sens qu'à ce moment-là tu prends la bonne décision. Et donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Lia? J'ai arrêté de m'entraîner pendant 2 mois, chose qui ne m'était jamais arrivée pendant 10 ans. C'est incroyable. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de pas aller s'entraîner. Putain, j'ai mal nulle part. Franchement, tu sais, je voyais tous ces trucs sur Insta, ouais, aller à la salle, faites des efforts, repoussez vos limites. Et moi, j'étais là en mode, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pas y aller. Ça fait 15 ans que je le fais, arrêtez de me rendre. Tu disais ça avec un paquet de chips sur le côté. Ah ouais, je te jure. Ça faisait juste de lâcher prise. Ça m'a fait un bien fou. Ouais. T'as reset totalement. Ah ouais, de m'autoriser à perdre le contrôle sur quelque chose et juste de laisser faire et de laisser aller. Et forcément, comme tu l'as dit, t'as toujours quelque chose en tête. T'as un truc où tu vas te mettre à fond dessus. Donc je refuse de croire que t'as arrêté le power et que tu t'es dit, bah maintenant j'ai plus rien. Est-ce que t'as trouvé d'autres centres d'intérêt hormis l'infographisme que tu à fond sur les business. À fond. Genre là, je suis ce qu'ils appellent work alcoholic. Moi, je vais couper ce podcast, en fait. C'est une alcoolique du travail. Ça sonne beaucoup moins bien. Ça sonne beaucoup moins bien en français. Ah, de ouf. C'est vrai que j'ai dit en anglais. Alcoolo du travail. Donc là, donc quel type de business, Lia? T'es la future Elon Musk non, abuse pas. Merde. En plus, en ce moment, c'est pas... Non. Ouais, en ce moment, il vaut mieux pas être dans ses choses. Ah non. Je pense que ça fait longtemps qu'il ne faut pas être dans ces choses, Elon Musk. Et franchement, pas facile. Non, mais du coup, on a plusieurs sociétés avec des amis. Et c'est vrai que maintenant, Ou avant, c'était compliqué quand j'avais cette carte en main là, d'athlète de haut niveau où c'était toujours au premier rang et tout. Ça me faisait de la charge en plus. Là, je peux vraiment me mettre moi et le business au cœur et je m'épanouis de ouf dans ce que je fais. Et justement, dans le graphisme, là, je vais prendre plein de formations, que ce soit en graphisme, que ce soit en IA, que ce soit en neurosciences. Genre, je revis de ce côté-là, en fait. Ok. Ouais, puis tu te nourris, donc, je me ressource, voilà. Tu apprends tous les jours. Ouais. Ok. Donc, je kiffe. Et donc ça, tu le fais derrière les réseaux. Et je pense qu'on peut poser cette question aussi. Sur les réseaux, Lia, comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu vas proposer à ta communauté? Comment est-ce que tu veux... strictement rien. T'en sais rien du tout? T'as aucune idée pour l'instant? En fait, c'est fou. C'est que pour les autres ou pour les marques et tout, je vais avoir plein d'idées. Par contre, quand c'est pour moi, je suis en mode on va là où elle est quelle. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Est-ce que tu prends le temps de te poser la question? Je me la pose parce que je sais que je dois me la poser. Ah, donc ça, c'est négatif. J'ai pas envie de mettre les moyens en action. Donc tu vois, tu es déjà dans un truc négatif. Si tu étais forcé à te la poser, c'est pas ouf. Donc pour l'instant, tu es toujours dans une dynamique où je prends du temps pour moi. Ouais, exactement. Et quand j'ai envie de poster, je poste. Si j'ai rien à poster, je poste pas. Et puis c'est tout. Donc tu es heureuse actuellement? Oui. C'est une très très bonne nouvelle. Je vais te poser une dernière question et puis après ça fait quand même 1h30 qu'on parle, ça passe très très vite, Lia. Ouais, ça passe vite. Hein. Passé, c'était incroyable. Je sais.
Non, il y a une dernière question forcément. Là, bah, t'as vu direct. Hein. Elle a dit, je sais. Non. C'est qui monte le podcast, c'est toi? Ah, bonne chance. Attends, parce que là. Il y a eu que attends, Lia, parce que là, t'es très sereine. Mais c'est pas fini. Parce qu'il est où? Il y a quand même cette. Où sont... Ah non, je pose une dernière question quand même à Lia. Parce que c'est comme la conclusion qui va intéresser le monde. Voilà, le monde carrément. Est-ce que Lia, on aura un jour la chance de te revoir dans une compétition de powerlifting ou tu penses que pour l'instant c'est terminé? Ah non, c'est pas une fin de carrière, c'est une pause. Je vais revenir. Restez connectés. Le retour bientôt, ça fait plaisir. T'as un message à faire passer pour ceux qui pensent que c'est terminé? Pour ceux qui pensent... Je sais pas s'il y en a qui pensent que c'est terminé. Oh si, il doit y avoir des haters qui disent elle est foutue, elle reviendra jamais. C'est les haters. C'est les haters. Non, je sais pas. En vrai, j'ai rien à leur dire. Hein. Juste occupe-toi de ta vie, quoi. Oui, mais quand même, c'est quand même des gens de la communauté qui te suivent depuis longtemps. Parce que c'est vrai que c'est un move. Moi, je te disais, le message c'était plus positif. Ouais. Parce que les haters, en vrai, on s'en bat. Ah oui, donc du coup, tu veux pour les gens qui s'inquiètent, qui se disent c'est terminé, putain, il y a. Non, je pense qu'il n'y a personne qui pense ça. C'était pas que l'athlète, c'était aussi l'énergie particulière sur scène et tout. Tu vois, donc. Et puis je te dis, l'IA, c'était le premier. En vrai de vrai, moi, c'était le premier visage dans le powerlifting en France. Je te revois encore avec ton casque en train de danser comme ça. Tu sais, juste avant de soulever le on échange. En train de danser comme ça, tu vois. Moi, ça m'a fait choc barre à la salle qu'on était allé filmer l'IA. Ah, j'étais pas bien, moi. Ouais, incroyable. Tu sais, je mets une musique, je m'attends à un truc violent de fou. Non. Céline, je fais. Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, tu leur dis quoi à ces gens-là? Moi, par exemple. Est-ce que tu... Regarde, imagine que Hassan est inquiété là. En regardant cette cave. En regardant cette cave. Qu'est-ce que tu dirais? C'est ça. C'est quoi? Non, on ne va pas regarder. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais I will be back. Ouais, donc là, c'est Arnold Schwarzenegger en fait. D'accord, bon bah voilà. C'était Céline Dion, un truc comme ça. La vérité, il y a Bavoil et Terminator. Ok. Merci Lia pour ce petit échange très intéressant. J'en ai appris. Merci à toi. Donc, la prochaine fois que je viens, tu me donnes les questions, s'il te plaît. Non, on avait dit non. Non, mais attends, parce que là, on parle comme si c'était fini. Lia, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Pepto Pro. Pepto Pro. Et là, on va juste faire une petite ellipse parce qu'on n'a pas les gobelets. Donc là, on est en pleine préparation du Pepto Pro. Et alors, force à tous nos clients qui en achètent, parce qu'il y a encore des gens qui achètent du Pepto Pro. C'est super bon pour la santé, un peu moins pour le palais. Pourquoi? Je l'explique. Car c'est de la protéine très très hydrolysée. Donc en fait là, il n'y a rien de plus pur au monde. Tu vas la digérer en 15 minutes et tu auras le goût dans la bouche pendant 2 heures. Et c'est un goût... j'ai pas de mots en vrai pour le décrire, je sais pas, c'est particulier quoi. Mais Lia, de toute façon, tu vas avoir les bonnes réponses à toutes les questions. Bah, ça dépend les questions. Alors, j'ai peur. Alors, comme vous le savez, à la fin de chaque épisode de Temps de repos, on se fait un petit quiz pour tester les connaissances de nos athlètes. Les questions, elles sont vraiment sur les compléments alimentaires parce qu'ils travaillent avec nous. Lia, ça fait presque 5 ans qu'elle travaille avec nous. Donc normalement, elle doit connaître tous les compléments alimentaires sur le bout des doigts, une vraie experte. Sur le bout des doigts. Et là, on va tester ses connaissances. Attends, il y a combien de questions? Il y en a un maximum possible. C'est-à-dire que j'en ai en stock, j'en ai 12 là. Mais en gros, c'est au chrono. C'est 1 minute de questions. Donc ça veut dire que je peux rester sur une question et attendre que la minute elle défile. Non, ça t'as pas le droit ça. Non, non, tu fais quoi là? Non mais c'est genre sous forme de QCM ou pas? Attends. C'est du gruger là. Mais non, mais je te pose un maximum de questions. Je crois que je l'ai dilué pas mal. Vous l'aurez compris, là j'ai préparé 6 shots sur 12 questions parce que je te fais confiance. Je sais quand même que tu connais bien les compléments alimentaires. J'espère en tout cas. Et donc, si tu as une bonne réponse, tu prends le point et ça continue. Si tu as une mauvaise réponse, pendant la minute impartie, c'est pas après, c'est tout de suite, c'est maintenant, tu prends le shot. Donc ça veut dire que tu peux foirer ta première question, boire un shot et tomber dans les pommes, ne pas pouvoir répondre à cette question, mais ça, le chrono ne s'arrêtera pas et donc tu ne pourras pas avoir de points. Ok Lia, est-ce que tu es prête? Non.
Bah, oui, mais ça, c'est pas mon problème, ça, malheureusement. Non, t'es pas dedans. Non, t'es pas dedans, mais je t'écoute là. Ok. Attends, parce que je vois qu'il trifouille là-bas, il fait des petits... Je suis resserré sur toi. Serre pas trop, s'il te plaît. D'accord, on va desserrer. Je suis pas ton pote. Pardon, désolé. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, Lia. 3, 2, 1. Quel est l'intérêt de la carnitine? Perte de poids. Ok, allez, je t'accepte cette réponse. Quel complément peut provoquer des petits picotements? Oh putain, je le déteste celui-là. Putain, attends, c'est quoi déjà? Je vais pas te dire en fait. Ça picote, ça picote, attends, ça picote. Attends, je sais. Tu peux t'avancer, Lia, parce qu'il va falloir que tu prennes un shot, là, j'ai l'impression. C'est pas la citruline. Non, c'est pas la citruline. Ce n'est pas la citruline, Lia, c'est une mauvaise réponse. Je sais. La bêta-ananine. C'est pas passé. Non, parce qu'elle a dit. Moi, je vous ai. Non, j'ai fait pause. Mais c'est pour ça que je voulais pas mettre 1 minute, parce qu'en fait, ça me stresse alors que je sais la réponse et du coup, je vais dire n'importe quoi. En fait, Lia, c'est pas toi qui définis les règles du jeu, en fait. Sinon, c'est plus drôle. Ce que je vais t'expliquer, c'est que tu as dit citruline dans un premier temps. Oui, mais c'est la bêta-ananine. Et après, tu as dit la bêta-ananine. Oui, bon, je sais pas le dire. C'est la bêta-alanine. Oui, non, mais et donc là, malheureusement, selon les règles qui sont dans le règlement, bah, c'est shot en fait. Donc, oui, mais j'ai quand même dit la bêta-alanine. Oh putain. Lia, 3. Premier, c'est le meilleur. 2, 1. Non, faut pas réfléchir. C'est QC qu'on fonce. Ça passe en vrai. Tu l'as encore dans la bouche? Ah ouais. Vas-y. Ok, on relance le chrono. Lia, t'es reprête? T'as l'air tellement heureuse d'être là. C'est parti. Vrai ou faux, le sélénium est un oligo-élément? Le sélénium est un oligo-élément? Oui. Vrai. C'est une bonne réponse. Quel type de collagène est le plus adapté pour les articulations? Quand tu me dis dans la gamme Nutrimuscle? Dans le collagène, ouais. Le type 2? C'est une très bonne réponse. Quel complément pour les articulations est extrait de crustacés? Attends, tu peux répéter la question? Quel complément pour les articulations est extrait de crustacés? Oh ouais, je sais pas le dire, c'est des petites boules oranges, là, l'oxy, quelque chose. Et ben, moi, Ocriline. Fin du temps. Et tu as été très forte à me dire, répète la question parce que tu n'avais jamais la réponse de cette question. Mais c'est écrit quelque chose. Ah, l'huile de krill. Oui, c'est Tu voulais dire ça? Pas oui. du tout. Non, merde. Attends, l'huile de krill. Non, oui, bah oui, c'est des crustacés. C'est pas fait pour les articulations, l'huile de krill. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il fallait que ça soit... Oui, d'accord. C'était quoi? Je sais pas. Bah oui, je sais. C'était la glucosamine, Lia. Deuxième shot, s'il te plaît. Et j'aimerais bien, on va voter parce qu'on est quand même plusieurs derrière la caméra et j'aimerais qu'on vote. Moi, je trouve que la technique du... Tu fais quoi là? Non mais attends. Bah là, c'est sûr qu'elle en prend un troisième. Non. Elle a vidé son verre là. Non, il en reste. Ça, oui, tu peux me répéter la question s'il te plaît, j'ai mal entendu. Tu as essayé de gagner du temps. Non, j'ai pas essayé de gagner du temps. Je trouve ça, on a passé un super moment, Lia. Je trouve ça très petit de ta part. Attends. J'étais juste concentrée pour trouver la réponse. C'est comme ça qu'on traite le matériel, super. Ah, c'est fini? Bah oui, c'est fini, Lia. Tu as 3 points déjà, donc peut-être que tu as battu Samuel, parce que j'ai oublié le score du premier épisode, mais je pense que tu as battu Samuel. Parce que Samuel a bu 6 shots. Hein. Mais parce qu'il posait moins de questions, Sam. Il était non. Mais moi, je veux réfléchir, il faut un minimum. Je peux pas donner la réponse. On a une tradition sur temps de repos. C'est qu'à la fin du tournage, on se prend tous un petit shot de Pepto Pro. Non. Allez. Non, mais en fait, on aurait dit Allez. Non, mais je sais ce que c'est. Tu vois, quand t'as oublié ta prot dans ton checker et qu'elle a tourné, ça a exactement le même goût. Ah, parce que toi, tu la bois quand tu l'oublies dans ton shaker. Ah non. Ah, Lia, Mimi craquera. Non, mais quand tu sens l'odeur, tu peux imaginer le goût. Bah, c'est le lait. C'est le lait caillé, en fait. Voilà, c'est l'odeur et là, tu as le goût. Eh bien, écoutez, messieurs. Alors, non, on va faire le mot de la fin. Je vais faire le mot de la fin là-dessus. C'est le mot de la fin. On remercie tout le monde. Si la vidéo vous a plu. Oh non, elle recommence avec le pif. Ça recommence. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Dites-le nous en commentaire, on a hâte de voir vos réactions et on espère vous retrouver sur le 3e épisode. Et pour fêter cette fin de temps de repos, shot de Pepto Pro
avec toute l'équipe. Vous ne verrez pas leur visage, mais ils sont là. Allez, allez. Pour tout le monde, allez, cul sec. Bon appétit. Salut l'équipe.